こからだとあの町が蜃気楼のように見える。そう思わないか？たとえ幻であろうと、あの町ではそれを現実として生きる人々がいる。それともあなたにはその人たちも幻に見えるの？ Au lendemain de la guerre froide, alors que de nouveaux conflits mondiaux commençaient à façonner l'avenir, le Japon se trouvait à un moment charnière. Dans cette ère de transition, l'animation est apparue non seulement comme une forme de divertissement, mais aussi comme un profond vecteur de commentaires sur les changements sociétaux au sein du Japon. L'un des exemples les plus emblématiques de cette intersection entre l'animation et des thèmes sociopolitiques plus profonds est Patlabor 2. Sorti en 1993, le film a pour toile de fond un Japon aux prises avec sa place dans l'ordre international et les réalités du maintien de la paix dans l'ère de l'après-guerre froide. Patlabor 2 est un récit sophistiqué qui entremêle les thèmes du terrorisme, des intrigues politiques et des dilemmes existentiels d'une nation prise entre sa constitution pacifique et les exigences de la diplomatie mondiale. Le film se distingue par son exploration prémonitoire de la guerre sur écran, un concept qui a pris de l'importance pendant la guerre du Golfe et qui n'a fait que gagner en pertinence au cours des décennies qui ont suivi. Le réalisateur Oshii anticipe un monde où les guerres ne se déroulent pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur les écrans d'ordinateur, les interfaces homme-machine et dans les récits médiatiques. Dans un point culminant, Tokyo elle-même devient un personnage, une ville assiégée, un terrain de guerre moderne en pleine transformation. Le film capture un Tokyo familier à la croisée des chemins, où les vestiges de l'ère Showa, qui s'effacent rapidement, se heurtent à l'aube d'un avenir incertain. Ce paysage changeant est un témoignage du réalisateur Oshii et sert de toile de fond au film, symbolisant le passage des valeurs traditionnelles à une nouvelle identité moderne, façonnée par la technologie et l'influence mondiale. L'évolution de la ville reflète les changements sociétaux plus larges, où la nostalgie d'un passé plus simple fait face à la poussée incessante vers le progrès et l'innovation. En épluchant les couches de Patlabor 2, nous découvrons le génie d'Oshii pour refléter la psyché nationale du Japon. Ce film n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi un regard critique sur la complexité de la position du Japon face à la guerre moderne et sur sa quête d'une nouvelle identité dans un contexte de changements technologiques et mondiaux rapides. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le monde a assisté à l'émergence de la guerre froide, une période marquée par la fracture idéologique entre le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis et le bloc communiste centré autour de l'Union soviétique. Cette tension mondiale s'est reflétée dans la politique nationale sous la forme d'un affrontement entre le conservatisme et le progressisme. Bien que cette époque ait coïncidé avec l'essor et la diversification des animés à la télévision et au cinéma, le sujet de la guerre froide a rarement été abordé directement dans l'animation japonaise. Des animes comme Lupin III, The Mystery of Mamo en 1978 et Giant Gorg en 1984 abordent certes les crises internationales et présentent même des apparitions du président américain et du secrétaire général soviétique, mais il ne s'agit que de simples toiles de fond à l'histoire principale. Blue Comet S.P.T. Listener en 1985, qui se déroule en 1996 alors que l'humanité a colonisé Mars, intègre les tensions de la guerre froide dans son récit. Mais il s'agit là d'un dispositif narratif plutôt que d'un thème central. Cependant, Cyborg 009 en 1968, dans son 26e épisode intitulé Heiwa no Senshi wa Shinazu et Future War Senkyu-hyaku-80 X-Nen en 1982 décrivent les tensions entre deux superpuissances au bord d'une guerre chaude, en mettant l'accent sur la menace imminente d'une guerre nucléaire plutôt que sur la guerre froide elle-même. La troisième saison de la série télévisée, Uchu Senkan Yamato en 1980, s'est distinguée en utilisant explicitement la guerre froide comme toile de fond. Dans ce récit, deux nations interstellaires, l'Empire Galman et la Fédération Bolar s'opposent, avec le Yamato et son équipage pris au milieu. La Fédération Bolar, avec ses noms à consonance slave, sa planète froide et la présence de colonies pénitentiaires, était un analogue évident de l'Union soviétique. L'histoire originale comprenait même une troisième force, l'Union Zeni pour un conflit à trois, représentant vraisemblablement
le capitalisme. Dans les animes japonais, la guerre froide était un thème difficile à explorer, en raison de sa nature permanente et complexe. Contrairement à la guerre du Pacifique, qui était un chapitre clos de l'histoire, avec des leçons largement acceptées sur la paix et la folie de la guerre froide était une situation mondiale active et litigieuse. Les animes et les mangas japonais de cette époque se concentraient davantage sur la société de consommation naissante et sur la quête de l'identité individuelle. Le Japon, qui jouissait de la paix au milieu de la guerre froide, a connu une croissance économique rapide. Et dans les années 70, la plupart de ses citoyens se considéraient comme faisant partie de la classe moyenne. Un phénomène appelé Ichioku Sochuryu. Cette paix et cette prospérité relative ont étayé la conscience d'après-guerre qui a façonné la société et les médias japonais. En novembre 1989, le mur de Berlin, symbole de la guerre froide qui divisait Berlin-Est et Berlin-Ouest, est tombé. Cet événement a été suivi en décembre par le sommet de Malte entre le président américain Bush et le secrétaire général soviétique Gorbatchev, marquant la fin d'une guerre froide qui avait duré plus de 4 décennies. Cette période de transformation géopolitique a vu la dissolution de l'Union soviétique et l'indépendance de ses républiques en 1991, affaiblissant considérablement l'opposition entre les blocs capitalistes et communistes et accélérant la mondialisation des économies. La fin de la guerre froide a apaisé la crainte d'une guerre nucléaire entre les deux superpuissances, un thème récurrent dans les animes japonais, représentant la catastrophe ultime que l'humanité doit éviter. Le film d'animation Akira, qui se déroule dans un Tokyo post-apocalyptique dévasté par une explosion nucléaire, en est devenu le symbole. Cependant, la disparition de cette menace nucléaire n'a pas annoncé une ère de paix. Au contraire, elle a mis à nu des conflits de longue date dans le monde entier, souvent fondés sur l'ethnicité, la religion ou des différends territoriaux. En 1992, le réalisateur Hayao Miyazaki a sorti Porco Rosso, dont la production a été profondément bouleversée par l'éclatement du conflit en Yougoslavie. La production de Porco Rosso a coïncidé avec le déclenchement de la guerre d'indépendance de la Slovénie en 1991, puis la guerre de Bosnie en 1992. Miyazaki a réfléchi à ces événements, exprimant sa désillusion face à la récurrence de la haine et des conflits, malgré les leçons tirées des guerres passées. Porco Rosso se déroule en 1929, avec en toile de fond la montée du fascisme et la menace imminente d'une nouvelle guerre. Le protagoniste, Porco Rosso, est un ancien pilote de la Première Guerre mondiale, qui se voit transformé en cochon, symbole d'un homme hanté par son passé, incapable de trouver la paix. Ce récit, qui fait le pont entre deux guerres, souligne le caractère éphémère de la paix pendant cette période. Le film de Miyazaki reflète la dure réalité. Le monde, même après la guerre froide, est toujours plongé dans des conflits pour les mêmes raisons que 80 ans auparavant. Prévu à l'origine comme un court-métrage pour la Japan Airlines, Porco Rosso s'est transformé en un long-métrage, alors que Miyazaki était aux prises avec les changements rapides de la politique mondiale, s'interrogeant sur la pertinence de créer un simple film d'aventure à une époque aussi tumultueuse. En 1991, avec le début de la guerre du Golfe, une chaîne d'événements s'est déroulée qui a eu un impact significatif sur le monde et par extension sur le domaine de la narration dans l'animation japonaise. Cette période a vu l'Irak envahir le Koweït, ce qui a incité une coalition des forces menées par les États-Unis à lancer une intervention militaire sous la bannière d'une résolution des Nations Unies. Ce conflit, qui s'est terminé par un accord de cessez-le-feu le 3 mars 1993, a marqué un moment charnière dans la politique mondiale. À la suite de la guerre du Golfe, la contribution internationale du Japon a été de plus en plus sollicitée, ce qui a conduit à l'envoi des forces maritimes d'autodéfense dans le Golfe Persique pour des opérations de déminage. Il s'agit de la première mission à l'étranger des forces d'autodéfense. Par la suite, une loi sur la coopération avec des OMP a été promulguée en 1992 pour faciliter la participation active du Japon aux opérations de maintien de paix menées par les Nations Unies. En vertu de cette loi, les forces d'autodéfense ont été envoyées au Cambodge en septembre de la même année, avec la police civile et le personnel chargé de surveiller les élections dans le cadre de la mission UNTAC. C'est dans ce contexte que Patlabor 2 est sorti en 1993. Ce film d'animation, qui fait suite à la série originale Patlabor, intègre dans son récit les changements spectaculaires survenus dans l'environnement de guerre du Japon, ce qui en fait une œuvre tout à fait d'actualité. La série originale Patlabor, qui a débuté en 1988 sous la forme d'une série d'OAV de 7 épisodes, comportait principalement des éléments comiques. Cependant, le premier film, sorti en 1989, a changé de ton.
abordant des thèmes tels que la transformation de Tokyo pendant la bulle économique et la menace du cyberterrorisme visant les Labour. Patlabor 2 a encore affiné ses thèmes, se concentrant sur le concept de la guerre. Alors que les OAV avaient abordé le sujet d'un coup d'État, Patlabor 2 présente une perspective plus contemporaine et plus urgente, en s'interrogeant sur la nature de la guerre pour le Japon dans le monde de l'après-guerre froide. Le film s'ouvre sur l'anéantissement par une attaque de guérilla d'une unité des forces terrestres d'autodéfense japonaises en mission d'OMP en Asie du Sud-Est, ouvrant la voie à un récit complexe impliquant le terrorisme, intrigue politique et le rôle du Japon dans les conflits internationaux. Patlabor 2 reflète les complexités et les incertitudes du rôle changeant du Japon sur la scène internationale, en explorant les thèmes de la guerre, du maintien de la paix et de la sécurité nationale dans un paysage mondial en évolution rapide. La sortie du film au cours d'une période de changements géopolitiques importants en a fait une œuvre cinématographique poignante et résonnante, capturant l'essence d'une nation prise avec son identité et ses responsabilités sur la scène mondiale. Dans Patlabor 2, l'intrigue complexe tourne autour du projet de Tsuge Yukihito de provoquer un affrontement entre les forces d'autodéfense et la police, en utilisant cette discorde comme catalyseur pour mettre en scène une situation de guerre à Tokyo. Tsuge, qui a fait l'expérience du champ de bataille en Asie du Sud-Est, avait pour objectif de confronter le Japon d'après-guerre, qui vivait dans un sommeil paisible, à la réalité de la guerre. 3年前、この町に戻ってから俺もその幻の中で生きてきた。そしてそれが幻であることを知らせようとしたが、結局最初の砲声が轟くまで誰も気づきはしなかった。いや、もしかしたら今も。今、こうしてあなたの前に立っている私は幻ではないわ。Patlabor 2 dépeint 3 types de guerres distinctes. Le premier est la guerre par écran interposé, où diverses scènes sont visionnées et interprétées par le biais d'interfaces, soulignant la déconnexion entre la réalité des pilotes et les images affichées sur leurs écrans. Ce concept est illustré dans la scène d'ouverture qui se déroule en Asie du Sud-Est, et plus tard dans la séquence où des avions de chasse F-16J des forces d'autodéfense semblent voler vers Tokyo, avant de disparaître mystérieusement du radar, un phénomène fantomatique résultant d'un piratage du système de défense. L'accent mis sur la guerre à travers les écrans a fortement été influencé par la guerre du Golfe, où l'imagerie FLIR et les flux de caméras montés sur des missiles ont dépeint un nouveau type de guerre, une guerre vécue à travers des écrans, plutôt que par l'observation humaine directe. Le deuxième type de guerre représente la guerre dans la vie quotidienne, illustrée par les scènes où les forces d'autodéfense déploient des chars et d'autres équipements militaires dans les rues de Tokyo. L'insertion de ces machines de guerre dans des paysages urbains familiers crée un effet surréaliste et troublant, transformant la réalité quotidienne en zone de guerre. Cette visualisation de chars dans des décors urbains est un thème récurrent dans les œuvres du réalisateur Oshii, reflétant sa fascination pour le matériel militaire et sa présence incongrue dans la vie ordinaire. Le troisième type de guerre dépeint dans Patlabor 2 est la guerre en tant que réalité. Contrairement aux deux précédents, ce concept se concentre sur les impacts tangibles et immédiats de la guerre, amenant le concept abstrait du conflit dans les domaines réels et personnels des personnages et du public. Dans Patlabor 2, ces termes convergent pour créer un récit complexe qui reflète les réalités politiques et sociales de l'après-guerre froide. L'utilisation par le film de matériel militaire, en particulier la représentation du char type 90 et de l'hélicoptère d'attaque fictif Hellhound, souligne davantage la juxtaposition d'éléments réels et imaginaires dans la guerre. Le film se distingue donc comme une exploration profonde de la nature de la guerre dans un monde en mutation, où les lignes entre la réalité, la technologie et l'expérience humaine sont de plus en plus floues. Patlabor 2 occupe une position unique parmi les animés qui traitent de conflits armés. Cette distinction devient évidente lorsqu'on la compare à d'autres séries japonaises emblématiques sur le thème de la guerre. Yamato est apparu comme une création de la génération
qui a vécu la Seconde Guerre mondiale dans son enfance, enraciné dans ses souvenirs de la guerre du Pacifique. Lorsque le récit s'est déplacé vers Gundam, l'influence directe de la guerre du Pacifique a diminué et la série s'est davantage orientée vers une chronique de guerre de science-fiction. À l'époque de Macross, les sensibilités d'après-guerre avaient évolué au point que la guerre n'était plus qu'un des nombreux thèmes abordés dans l'intrigue. Ces 3 séries montrent une progression où la guerre, initialement une expérience collective, devient progressivement une partie de la sous-culture, se transformant finalement en une question de passe-temps ou d'intérêt personnel. Cette transition vers un hobby devient encore plus prononcée au milieu des années 90. Dans ce contexte, Patlabor 2 se démarque. Bien qu'issu de la fascination du réalisateur Oshii pour le concept de la guerre infiltrée dans la vie quotidienne, le film ne succombe pas à la tendance de banaliser la guerre comme un simple passe-temps. Au contraire, son ton rappelle les animés des mechas de 1970 qui traitaient de la guerre du Pacifique et dans lesquels les créateurs intégraient leurs réflexions personnelles sur la guerre. Contrairement à la tendance qui veut que la guerre parte d'une expérience commune à un passe-temps individuel, Patlabor 2 s'efforce de présenter la guerre simplement comme une guerre. Dans le domaine de la science-fiction, les idées visionnaires du réalisateur Oshii sont reconnues depuis longtemps. Si l'on se place du point de vue du Japon, quelques années après le début du XXIe siècle, la précision prophétique contenue dans Patlabor 2 est particulièrement étonnante. Au début du film, les forces d'autodéfense, engagées dans les opérations de maintien de paix des Nations Unies, sont représentées comme étant anéanties par une attaque ennemie en raison des contraintes de la constitution de paix qui les empêchent de riposter. Ce scénario reflète étrangement les préoccupations de l'époque concernant les forces d'autodéfense stationnées en Irak. Le film montre un mystérieux missile terroriste détruisant le Bay Bridge, une scène qui évoque inévitablement les attentats du 11 septembre 2001. Où des avions détournés ont été utilisés comme missiles contre le World Trade Center. Les attaques terroristes aveugles contre les systèmes de transports urbains peuvent être considérées comme un prélude à l'attentat du gaz sarin perpétré en 1995 dans le métro de Tokyo. À l'époque, on craignait beaucoup que les forces d'autodéfense ne comptent parmi elles de fervents adeptes de la secte Aum Shinrikyo, ce qui reflète les soupçons du film selon lesquels les terroristes pourraient se trouver dans les rangs de l'armée. Plus important encore, le thème de Patlabor 2 est tout à fait pertinent aujourd'hui, car il remet en question l'hypocrisie d'une paix fondée sur les guerres menées par d'autres nations ou sur l'injustice. Cela nous amène aux œuvres phares d'Oshii, Ghost in the Shell et sa suite Innocence. Patlabor 2 a été perçu par Oshii comme un effort incomplet. Dans une interview, Oshii a indiqué que Ghost in the Shell avait été créé dans le but d'explorer des thèmes qui n'avaient pas été entièrement abordés dans Patlabor 2. Cependant, lorsqu'Oshii parle de réaliser avec Ghost in the Shell ce qui n'a pas été pleinement réalisé dans Patlabor, sa référence ne se limite pas à Patlabor 2, mais inclut également la première version cinématographique de 1989. Ghost in the Shell et Patlabor 1 traitent tous deux du monde de l'informatique, et plus particulièrement du terrorisme, perpétré par de mystérieux pirates informatiques. Dans Patlabor 1, le développeur d'un nouveau système d'exploitation pour les Labor, Hoba, implante un virus, tandis que dans Ghost in the Shell, un mystérieux pirate informatique appelé le Puppet Master infiltre le cyberespace. Ghost in the Shell et Patlabor 2 mettent tous deux en scène des confrontations entre des unités de police ou des affaires internes chargées de la sécurité publique et de mystérieux terroristes. Dans Patlabor 2, un récit captivant se déroule, révélant une proximité unique ou peut-être une sorte d'intimité entre les terroristes et les personnes chargées de la sécurité publique. Les terroristes, dirigés par Tsuge Yukihito,
anciens membres de la mission OMP, s'avèrent être des membres renégats des forces d'autodéfense, ce qui suggère que l'ennemi a toujours été intégré au cœur de la sécurité publique. De plus, Tsugi entretient une relation amoureuse avec Nagumo, la chef de l'équipe de la section 2 des véhicules spéciaux qui le poursuit. Pour ajouter à la complexité de l'affaire, Arakawa, du département des renseignements des forces d'autodéfense terrestres, qui assiste Goto, le collègue de Nagumo, et découvre le complot terroriste, se révèle être un agent double, qui faisait à l'origine partie du groupe de Tsuge. Arakawa transmet finalement la vision du monde de Tsuge à Goto, soulignant l'accent mis par le récit sur la relation intime entre les protecteurs de la communauté et les terroristes qu'il cherche à appréhender ou à éliminer. Bien qu'elle soit expliquée dans le cadre de l'intrigue, cette proximité offre de profondes perspectives. Ce sentiment de proximité avec les terroristes est poussé à l'extrême dans le récit de Ghost in the Shell, où le cyberespace sert de cadre fondamental. Le terroriste, connu sous le nom du Puppet Master, incarne une nouvelle forme de vie, émergeant d'une mer d'informations, transcendant toutes les frontières alors établies, marquant le début des machines, utilisant le langage humain pour affirmer leur existence. Cette entité, dont on laisse entendre qu'elle est un sous-produit involontaire d'un projet de la section 6, reflète dans Patlabor 2 les terroristes qui prennent naissance au sein de la communauté elle-même. Le Puppet Master, capable de traverser le cyberespace, peut infiltrer le cerveau de personnes et les manipuler à volonté, en créant de faux souvenirs et de fausses perceptions, parvenant ainsi à s'intégrer complètement au corps humain. Dans un tournant dramatique, Motoko, se sentant proche de cette entité qui lutte, elle aussi contre le concept de son existence, fusionne avec le Puppet Master afin de se perfectionner en tant que forme de vie, une représentation renforcée de la relation entre Nagumo et Tsuge dans Patlabor 2. La fascination du réalisateur Oshii pour les machines est un élément déterminant de sa narration, intégrant de manière transparente la technologie non seulement en toile de fond, mais aussi qu'en tant que composante essentielle du récit. Oshii considère les machines comme des archétypes vivants de la psyché humaine, des entités nées de la main de l'homme et dotées d'une volonté propre. Ces films explorent souvent la relation profonde et symbiotique entre l'homme et la machine, où les machines ne sont pas de simples outils, mais sont porteuses d'une signification mythologique et religieuse, capables de révéler les mystères de l'univers et de transformer l'existence humaine grâce au progrès technologique. Dans Urusei Yatsura, Only You, l'histoire utilise habilement des éléments mécaniques, des engrenages d'une tour d'horloge à la forme d'un vaisseau spatial, pour tisser une histoire d'amour qui transcende le temps et l'espace. Urusei Yatsuratsu, Beautiful Dreamer, utilise des machines pour dépeindre un monde coincé dans une boucle temporelle, où les moyens de transport et les véhicules militaires deviennent la clé pour découvrir la vérité derrière le jour récurrent, soulignant leur rôle dans la construction et la déconstruction des réalités. Tenchi no Tamago présente les machines comme des entités mystiques qui délimitent le cycle du jour et de la nuit, façonnant l'ordre même du monde. Dans ce récit, les machines incarnent le divin et servent de scène à la naissance d'une nouvelle vie, mêlant l'existence mécanique à des thèmes spirituels. Dans Patlabor 1, Oshii se penche sur les implications de la mécanique du travail dans un Tokyo d'un futur proche, abordant les conséquences de la dépendance technologique et la possibilité pour les machines de se rebeller contre leurs créateurs. L'introduction d'un système d'exploitation dans les labors personnifie les machines, leur donnant une vie intérieure et en remettant en question la notion de contrôle entre le créateur et la création. Patlabor 2 étend cette contemplation au domaine des intrigues et des crises politiques, sur fond d'escalade de la tension qui culmine dans un état de quasi-guerre, à travers des incidents de piratage et d'utilisation de véhicules de combat sans pilote dans des actes de terrorisme. Oshii souligne la susceptibilité de la technologie à la manipulation, servant de commentaire sur la fragilité de la paix dans le monde moderne. L'exploration par le film de la manière dont les machines peuvent être utilisées pour influencer les paysages politiques et les perceptions sociétales souligne la perspective critique d'Oshii sur l'intersection de la technologie
du pouvoir et de la vulnérabilité humaine. Ghost in the Shell représente l'apogée du travail d'Oshii dans son exploration de l'interface homme-machine, permettant un avenir où les améliorations cybernétiques brouillent la frontière entre l'organique et le mécanique. Le concept de Ghost sert de métaphore à l'âme, questionnant l'essence de l'humanité à une époque de technologie avancée. Ghost in the Shell explore la crise existentielle de la protagoniste et introduit une entité qui revendique la vie, suggérant un avenir où les machines et les humains pourraient trouver un terrain d'entente dans leur quête de raison d'être. Patlabor 2 s'ouvre sur un épisode frappant, où une unité des forces terrestres d'autodéfense japonaises est anéantie. Yukihito Tsuge, qui a connu la guerre en Asie du Sud-Est, représente la première personne depuis la Seconde Guerre mondiale à s'engager dans un combat en portant le poids de sa nation. Son incapacité à riposter contre les guerrillos qui déciment toute son unité le laisse seul survivant, soulignant la complexité de l'image que le Japon a de lui-même et de sa constitution pacifique. Après son retour au Japon, Tsuge entre dans la clandestinité, ayant fait l'expérience directe des dures réalités de la guerre réelle, laissant derrière lui une seule lettre, à Nagumo. Il trouve intolérable que le Japon repousse la guerre de l'autre côté du moniteur, profitant de l'illusion de paix, fondée sur les guerres et les sacrifices d'autres pays, et s'y complaise, après que ses subordonnés soient morts pour les intérêts du pays. Au cours de l'hiver 2002, il commence à mobiliser des sympathisants pour lancer une attaque contre Tokyo. Ayant eu connaissance qu'un groupe, au sein des forces d'autodéfense, qu'il avait autrefois contribué à créer, cherchait à forcer la main politique du Japon en faveur de l'expansion militaire, et ce, en organisant une fausse incursion au-dessus de la capitale, imitant la défection du MiG-25 en 1976. Il détourne ce plan en attaquant le pont de la baie de Yokohama avec de vrais missiles et en trompant les médias, diffusant des informations erronées pour faire croire qu'il s'agissait d'un acte des forces d'autodéfense aérienne. En piratant le système IFF des forces aériennes, il met en scène une alerte à l'attentat fantôme à Tokyo, provoquant la panique dans la société et exploitant les réactions excessives de la police pour alimenter les tensions entre celle-ci et les forces d'autodéfense, obligeant le gouvernement à déployer des troupes de combat à l'intérieur de Tokyo pour rassurer la sécurité. Le matin du 26 février, il ordonne à ses forces cachées au sein des unités de sécurité d'agir, détruisant des installations de communication et des ponts avec des hélicoptères de combat, attaquant la section 2 des véhicules spéciaux et utilisant une autre équipe pour faire exploser les lignes de communication enfouies sous Tokyo. Il isole les forces de sécurité déployées à Tokyo en coupant leur communication sans fil à l'aide de puissants signaux de brouillage émis par des dirigeables sans pilote tournoyant au-dessus de la ville, créant ainsi une période de guerre à Tokyo. Ces dirigeables sont équipés pour libérer du gaz en cas d'attaque ou d'interférence extérieure, et l'un d'entre eux est délibérément conçu pour atterrir à Shinjuku, émettant un gaz coloré inoffensif. La rupture des communications a considérablement amplifié l'impact psychologique, entraînant une panique de plusieurs heures parmi les forces de sécurité et les civils non préparés. Suite à la panique provoquée par le gaz, la situation s'est aggravée au point que les États-Unis ont menacé d'intervenir avec leurs forces au Japon si la situation ne s'améliore pas dans le délai d'un jour. En autorisant l'intervention américaine, le Japon reconnaît son incapacité à protéger ses citoyens contre le terrorisme intérieur, plaçant de fait Tokyo sous le contrôle américain en sapant les acquis d'après-guerre. Tsuge, protégé par le robot tactique IXTL, dans sa base de la décharge numéro 18, a finalement été découvert par Goto grâce à des informations obtenues auprès de l'armée américaine. Anticipant une attaque, Goto de la section 2 organise une entrée surprise par un tunnel sous-marin menant à la gare fantôme de Shimbashi, permettant l'arrestation de Tsuge par Nagumo.
Dans un moment crucial du film, l'intention de Tsuge devient claire. Un dialogue s'instaure entre le capitaine Goto de la section des véhicules spéciaux et Arakawa de la division des renseignements des forces terrestres d'autodéfense. Goto-san, 警察官として自衛官として俺たちが守ろうとしてるものってのは何なんだろうな。前の戦争から半世紀、俺もあんたも生まれてこの方、戦争なんてものは経験せずに生きてきた。平和、俺たちが守るべき平和。だがこの国のこの町の平和とは一体何だ。かつての総力戦とその敗北、米軍の占領政策、ついこの間まで続いていた核抑止による冷戦とその代理戦争、そして今も世界の大半で繰り返されている内戦、民族衝突、武力紛争、そういった無数の戦争によって合成され支えられてきた血まみれの経済的繁栄、それが俺たちの平和の中身だ。戦争への恐怖に基づくなりふり構わぬ平和、正当な対価をよその国の戦争で支払い、そのことから目をそらし続ける不正義の平和。Cet échange, tiré de Pluie Noire de Masuji Ibuse, est retranscrit de manière saisissante, plongeant au cœur de l'essence de la paix et des responsabilités de ceux qui ont juré la protéger. Arakawa, un personnage qui semble représenter l'idéologie de Tsuge, s'adresse au capitaine Goto, réfléchissant à ce qu'il protège en tant qu'agent de police et agent des forces d'autodéfense. Il critique la paix japonaise d'après-guerre comme étant construite sur le dos d'innombrables guerres et d'une prospérité économique trempée dans le sang. Dans le point culminant de l'histoire, le capitaine Goto révèle la véritable intention derrière le chaos créé par Tsuge. 政治的要求が出ないのはそんなものがもともと存在しないからだ。情報を中断し混乱させる、それが手段ではなく目的だったんですよ。これはクーデターを偽装したテロに過ぎない。それもある種の思想を実現するための確信犯の犯行だ。戦争状況を作り出すこと、いや首都を舞台に戦争という時間を演出すること、犯人の狙いはこの一点にある。Il s'agit pour Tsuge de créer une situation qui simule la guerre à Tokyo. Son but n'était pas de promouvoir un programme politique spécifique, mais d'exposer la réalité de la guerre que le Japon d'après-guerre a choisi d'ignorer, mettant en lumière les illusions d'un Tokyo d'après-guerre, assimilé à une ville mirage, fondée sur une existence paisible, mais sans fondement. Tsuge, regardant les gratte-ciels du centre-ville de l'autre côté de la mer, remarque. ここからだとあの町が蜃気楼のように見える。そう思わないか。 Le lieu, protégé par la paix de l'injustice, dont parle Arakawa, est une ville construite sur aucune base de paix, une ville de mirage comme le décrit Tsuge. 3年前、この町に戻ってから俺もその幻の中で生きてきた。そしてそれが幻であることを知らせようとしたが、結局最初の砲声が轟くまで誰も気づきはしなかった。 Cet échange ne révèle pas seulement la profondeur des pensées des personnages sur la guerre et la paix, mais reflète également le point de vue du réalisateur Oshii sur la complexité de la réalisation d'une paix véritable dans l'ombre de la guerre. Le regard du réalisateur Oshii ajoute une dimension unique et critique au récit de l'évolution de Tokyo, en lui influant des couches d'introspection, de critique et de profondeur psychologique. Dans des œuvres comme Pat Labor, Oshii examine la transformation de Tokyo non seulement comme un progrès physique et technologique, mais aussi comme une interaction complexe entre la mémoire, l'identité et le questionnement existentiel. À la fin des années 80, au zénith du miracle économique japonais, Tokyo est devenu le symbole de l'ascension du Japon vers la suprématie économique et technologique mondiale. À cette époque, la ville séparée de gratte-ciels étincelants et de projets révolutionnaires synthétisés dans Pat Labor par le projet Babylone, incarnant l'optimisme et l'esprit tourné vers l'avenir de la nation. L'introduction des Labor, des robots conçus pour la construction et la maintenance civile,
témoigne de cette volonté de modernisation, représentant à la fois la reconstruction physique et métaphorique de Tokyo et du Japon dans son ensemble. Pour Oshii, l'avancée rapide de Tokyo et l'adoption de technologies sont des armes à double tranchant. Elles représentent la reprise d'après-guerre, la résilience et l'ambition du Japon de se positionner en tant que leader mondial de l'innovation. Le paysage de la ville, marqué par les gratte-ciels, symbolise ce saut vers une vision futuriste. Cependant, Oshii est profondément conscient de ce qui se perd dans cette marche inexorable vers l'avant. Sa représentation de Tokyo inclut un regard triste sur les quartiers et les communautés qui tombent en désuétude ou disparaissent à l'ombre du progrès. À travers des scènes méticuleusement détaillées et rendues avec amour du vieux Tokyo, Oshii rend hommage aux couches d'histoire et de vie que la façade moderne de la ville dissimule. Alors que Tokyo s'efforce d'évoluer vers un avenir alimenté par l'innovation et la technologie, le récit de Patlabor met en lumière la lutte de la ville avec sa propre identité et les implications d'un développement incontrôlé. L'exploration de paysages urbains en décomposition, juxtaposée aux merveilles modernes de l'ingénierie, illustre la tension entre l'ancien et le nouveau, la tradition et le progrès. La réflexion d'Oshii s'étend aux implications sociétales et philosophiques d'une telle transformation. Il est particulièrement préoccupé par la perte de lien avec le passé et les implications d'une société de plus en plus dépendante de la technologie. Cette préoccupation est illustrée de manière frappante dans Patlabor, où les merveilles technologiques qui symbolisent le progrès entraînent également des menaces existentielles et un détachement des valeurs et des liens humains. Le récit aborde la notion de changement comme étant à la fois nécessaire et destructeur, remettant en question les sacrifices faits au nom du développement. Pour Oshii, l'évolution de Tokyo est emblématique de dilemmes existentiels et sociétaux plus larges. Il met le public au défi de considérer le coût du progrès et de réfléchir au type d'avenir que nous souhaitons créer. Son travail rappelle l'importance de se souvenir du passé et de l'honorer, même lorsque nous naviguons dans les complexités du monde moderne. À travers son examen critique mais affectueux de Tokyo, le réalisateur Oshii invite à un engagement plus profond et plus réfléchi avec l'évolution de la ville, nous incitant à contempler ce que cela signifie d'aller de l'avant sans perdre notre essence et notre connexion à l'histoire.